Bonjour à tous, c'est un débat d'actualité que vous allez pouvoir suivre ce matin. Un débat sur les effets de la loi de 2007 sur le service minimum, alors qu'une grève de la SNCF provoque de nombreuses perturbations du trafic depuis 2 jours. Votée en 2007, cette loi sur le service minimum dans les transports avait pour objectif de prévenir les conflits et de garantir un service réduit pour les usagers, même en cas de grève. Alors, le service minimum est-il suffisamment appliqué dans les transports 7 ans après le vote de cette loi? Où en est-on? Tout de suite, toutes ces questions sont abordées dans ce débat. Monsieur le ministre, mes chers collègues, la séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur l'application de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. Demande de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois. La parole est à monsieur Jean-Bernard Magnier, au nom de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame et Monsieur le rapporteur, chers collègues, je voudrais d'abord excuser ici le Président David Assouline qui a été, de manière tout à fait fortuite, obligé de partir rapidement et qui m'a demandé, en tant que membre de la Commission du contrôle de l'application des lois, d'intervenir à sa place en ce début de séance. Donc le texte que je vais vous lire lui appartient. Je vais en être simplement l'interprète. Le débat de contrôle qui s'engage aujourd'hui aurait dû être organisé plus tôt dans la session, mais les aléas du calendrier parlementaire ont contraint à le différer de plusieurs mois. Le hasard veut qu'il s'ouvre le jour même où un préavis de grève vient d'être lancé par plusieurs syndicats de cheminots. Les deux questions ne sont pas liées, certes, mais notre débat va nous permettre de faire le point sur un sujet politiquement sensible et qui concerne tous les usagers du transport public. Fidèle à la tradition, je laisserai, le président Assouline l'aurait fait, aux deux rapporteurs le soin de présenter leurs conclusions sur cette loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres de voyageurs. Un intitulé ambitieux, mais qui, comme le montre bien le rapport de Mme Pasquier et de M. Laménie, n'a pas eu la portée que certains auraient souhaité. En particulier, contrairement à une opinion trop souvent répandue, cette loi de 2007 n'a pas instauré d'obligation de service minimum en cas de grève, d'où un malentendu entre les usagers et les grandes entreprises de transport comme la SNCF et la RATP. Une différence entre l'objet supposé d'une loi et sa portée juridique réelle, c'est typiquement un problème de qualité normative, thème auquel notre commission accorde une grande attention. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de l'approfondir ici même dans quelques jours lors du débat sur le bilan annuel de l'application des lois. La loi de 2007 illustre bien les difficultés auxquelles le législateur peut être confronté pour transcrire en droit les objectifs qu'il s'assigne, en l'occurrence mieux garantir la continuité du service public des transports terrestres. Ainsi, le Parlement a dû trouver le chemin très étroit entre un principe constitutionnel intangible, le respect absolu du droit de grève, des résistances psychologiques bien compréhensibles, liées à la forte sensibilité des organisations syndicales à tout ce qui touche à la négociation collective, l'équilibre économique des grandes entreprises de transport, ce qui impactait le dispositif de remboursement des titres de transport en cas d'interruption prolongée du service, et, bien entendu, la continuité du service public, qui, elle aussi, est un principe de valeur constitutionnelle et surtout la première exigence des usagers. J'aurais également dû évoquer la position délicate des collectivités territoriales et de l'État, souvent pris entre deux feux lors de conflits sur lesquels ils n'ont guère de prise. Face à de telles contraintes, la marge de manœuvre du législateur était donc assez réduite. C'est la raison pour laquelle la loi de 2007 ne pouvait avoir qu'une entre guillemets « ambition limitée », pour reprendre l'euphémisme utilisé par nos rapporteurs. Sur le plan de sa mise en application réglementaire, la loi de 2007 n'a pas nécessité beaucoup de décrets et n'a pas eu à pâtir de retard particuliers.
En termes d'application des lois, on notera le décret du 24 janvier 2008, intégré depuis lors dans le Code des transports, présentait une certaine singularité car son intervention ne devenait nécessaire qu'au cas où les entreprises concernées n'auraient pas signé d'accord cadre et ne relèveraient pas d'un accord de branche. C'était, si j'ose dire, un décret à parution conditionnelle, le législateur ayant jugé préférable de confier à la négociation collective le soin de fixer les modalités d'application de la loi. Pourtant, si la loi s'est formellement bien appliquée, comme en convient le rapport, il serait excessif d'en déduire qu'elle donne toute satisfaction aux différentes parties en présence. Les rapporteurs pointent ainsi les critiques adressées tant par les employeurs que par les syndicats et admettent qu'il est très difficile de mesurer l'impact réel de la loi de 2007 sur le niveau de conflictualité dans les transports terrestres. Du côté des usagers, les échos ne sont guère plus favorables. Le président Assouline a à plusieurs reprises rappelé à cette tribune que nos débats de contrôle sur la législation en vigueur ne devait pas réitérer le débat législatif. Aussi me garderai-je de revenir sur l'opportunité d'une loi qui, on s'en souvient, répondait surtout à une promesse électorale. La rapporteure au Sénat, notre collègue Catherine Procaccia, soulignait ainsi dès le début de son rapport qu'il s'agissait de, entre guillemets, je la cite, traduire un engagement fort du président de la République au cours de la campagne électorale. Mais, sans rouvrir le débat, notre travail d'évaluation nous force à constater rétrospectivement l'écart assez net entre les objectifs affichés par la loi de 2007 et ses effets réels. Cet écart tient, en bonne part, à une mesure insuffisante en amont de l'impact des mesures proposées. Lors de la discussion du texte au Sénat, plusieurs d'entre nous en avaient déjà souligné les incertitudes. Je citerai par exemple notre collègue Jean-Pierre Godefroy qui dénonçait l'absence d'une étude d'impact sur les coûts que subiront les collectivités territoriales et les entreprises. Une fois encore, sans entrer dans le fond du dossier, la loi de 2007 nous montre que pour bien légiférer, le Parlement doit pouvoir évaluer assez précisément l'effet des mesures qu'il s'apprête à voter. Cette démarche ne peut s'organiser dans la précipitation. Quelle que soit la majorité du moment, les assemblées doivent savoir résister à ce que nos rapporteurs qualifient de propension française à légiférer sous le coup de l'émotion. Quoi qu'il en soit, la loi du 21 août 2007 s'applique et nos rapporteurs n'en proposent pas l'abrogation. Ils plaident au contraire pour qu'elle soit mise en œuvre plus activement. Malgré ces lacunes, la loi a permis quelques avancées appréciables, notamment en ce qui concerne l'information des voyageurs en cas de grève. En conclusion, j'aurais donc tendance à y voir, comme Mme Pasquet et M. Laménie, un texte d'amorce de la dynamique du dialogue social. Les conclusions et les préconisations qu'ils vont présenter au Sénat dans quelques instants ont fait l'objet d'un débat très consensuel lors de la discussion en commission. Souhaitons qu'elles soient entendues et qu'elles permettent d'améliorer le dialogue social dans les transports en cette période d'inquiétude exprimée par les organisations professionnelles quant aux incidences de la réforme ferroviaire, dont la discussion en séance publique va commencer dans quelques jours à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Marc Laménie, co-rapporteur de la Commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois. Bonjour, merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Vice-président de la Commission sénatoriale d'application des lois, mes chers collègues. Le 17 octobre dernier, avec ma collègue Isabelle Pasquet, que je remercie vraiment sincèrement, et moi-même, nous avons présenté devant la Commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois notre rapport relatif à la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres de voyageurs. Ce rapport était issu de plus de 6 mois de travaux, une vingtaine d'auditions, 2 déplacements, l'un à Paris, Paris-Nord, et l'autre à Orléans. Et à ce propos, je tiens réellement, sincèrement à saluer les différents administrateurs, les différents services, je dirais, de 2 commissions,
pour le travail de l'ombre, travail d'efficacité, qui nous a permis aussi, parce que je dirais souvent un travail qu'on ne mesure pas toujours, pour rencontrer des interlocuteurs, des bons interlocuteurs. Puis je dirais ça a permis aussi de faire avancer les choses, et on dit toujours, nous apprenons tous les jours. Et je crois qu'avec ma collègue aussi, Isabelle Pasquet, on partage aussi la passion aussi des transports, ferroviaires en particulier. Et je remercie sincèrement aussi l'ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs. Donc je voudrais surtout aussi rappeler les enjeux et nos principales constatations avant de laisser la parole à ma collègue Isabelle Pasquet qui vous présentera un certain nombre de recommandations, je dirais, que nous avons pu, au cours de ces différentes séances d'audition et de travail, je dirais, ajuster et trouver aussi un certain nombre de recommandations. Comme vous le savez, le principe même de cette loi était, selon ses promoteurs, de mieux concilier le droit de grève à la continuité du service public, deux principes de valeur constitutionnelle à travers le développement du dialogue social dans les transports publics terrestres. Et c'est pas simple, je le dis naturellement, en direction de Monsieur le Ministre et l'ensemble des services, que je dirais c'est des sujets qui sont très compliqués. Ainsi, la loi s'applique uniquement au transport terrestre de voyageurs, c'est-à-dire au transport ferroviaire, les TGV, on en parle beaucoup, mais les TER aussi, avec les collectivités régionales, c'est aussi un sujet d'actualité, les TET, trains d'équilibre du territoire, comme les corails, qu'il ne faut pas non plus négliger, et dans cet hémicycle, on l'aborde aussi fréquemment, certains collègues aussi interviennent, les transports urbains, métro, les tramways, les bus, le transport interurbain, notamment les transports scolaires, hein, on le dit dans tous nos départements aussi, hein, je dirais, qui sont aussi d'importance réellement. Nous n'avons donc pas abordé par contre la question du droit de grève dans les transports aériens, qui c'est aussi un autre sujet de préoccupation, mais qui ne relève pas de cette loi. Ceci dit, eu égard aux problématiques spécifiques soulevées dans le secteur aérien, ce sujet aussi, vraiment qui relève aussi d'importance, mériterait également une réflexion approfondie du Parlement afin de répondre aux inquiétudes des organisations syndicales des salariés qui nous interpellent aussi, chacun et chacune d'entre nous, dans cet hémicycle. Contrairement à une idée largement répandue, la loi du 21 août 2007 n'a jamais eu pour objectif d'instituer un service minimum dans les transports qui aurait nécessité la réquisition des salariés en cas de grève. Le législateur a en effet choisi la voie du dialogue social, et ces deux mots sont réellement très forts, pour assurer la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic liée à une grève, mais aussi à des travaux, des incidents techniques, et malheureusement cela arrive fréquemment, ou également des conditions météorologiques difficiles, pas cet hiver, mais les hivers précédents, c'était vraiment pas simple, et l'ensemble aussi des services ont eu aussi beaucoup de mérite. Les conditions météorologiques difficiles, pour peu qu'elles soient connues 36 heures à l'avance. Et la météo n'est pas non plus une science exacte. Le dispositif retenu pour assurer la continuité du transport repose sur 4 piliers. Tout d'abord, la mise en place par accord dans les entreprises ou à défaut dans les branches d'un mécanisme de prévention des conflits qui rend obligatoire la négociation pendant 8 jours avant le dépôt d'un préavis de grève, sur le modèle de l'alarme sociale. On l'a aussi évoqué avec la représentante de la RATP, puisque ça existe au niveau de la RATP depuis 1996. Ensuite, la définition des dessertes prioritaires et l'élaboration d'un plan de transport adapté, ce qu'on appelle les PTA, plan de transport adapté, et d'un plan d'information des usagers, les PIU, à mettre en œuvre en cas de perturbation prévisible. Par ailleurs, l'obligation pour les salariés indispensable à l'exécution du PTA est mentionnée dans un accord ou plan de prévisibilité de déclarer à leur employeur 48 heures à l'avance leur intention de faire grève.
enfin, dernier point, l'amélioration des droits et l'information des usagers. Et c'est vrai que ce volet, l'information, la bonne information, c'est réellement la base de tout. Je ne reviendrai pas sur la grande diversité qui règne dans le secteur des transports publics terrestres de voyageurs qui était souligné dans notre rapport. Même si je n'ignore pas le préavis de grève déposé par les cheminots de la SNCF, notre collègue vient de le rappeler précédemment, préavis déposé par les cheminots de la SNCF aujourd'hui même, force est de constater que le dialogue social est globalement davantage institutionnalisé dans cette entreprise ferroviaire que nous défendons, et ainsi qu'à la RATP, que aussi dans le transport urbain et interurbain. Malgré l'absence de statistiques consolidées au niveau national, les personnes que nous avons pu auditionner avec ma collègue ainsi que nos administrateurs s'accordent sur un point. Les mouvements sociaux ne sont pas, loin s'en faut, la principale cause des perturbations prévisibles de trafic enregistrées sur les réseaux de transport. Je crois que c'est une réelle constatation. D'après les informations que nous avons pu recueillir, il se situe même en fin de liste, loin derrière les incidents techniques, malheureusement, souvent rappelés, incidents secours à personne, incidents dramatiques aussi, et les travaux. Nous le savons que trop bien dans nos départements. Le réseau ferroviaire, et avec ma collègue, nous soutenons aussi l'infrastructure ferroviaire. Le réseau ferroviaire est aujourd'hui à bout de souffle à cause d'un manque d'investissement manifeste ces dernières années. C'est pas d'aujourd'hui, c'est de nombreuses années en arrière. Je crois qu'il faut toujours avoir le recul nécessaire et sentiment d'impartialité. Et c'est souvent rappelé, encore mardi dernier, aux questions orales. Notre collègue Charles Revet vous interrogeait, Monsieur le Ministre, sur le département de la Seine-Maritime, sur la sous-utilisation des infrastructures ferroviaires. Je le ferai aussi pour le département que je représente, les Ardennes, qu'on voit aussi malheureusement des voies ferrées qui sont sous-utilisées malheureusement, et même des fois des TER qui sont remplacés par des lignes de bus. C'est parfois aussi dommage. Et ce manque d'investissement manifeste ces 30 dernières années, on peut naturellement, malheureusement, le déplorer, le regretter. Malgré l'effort sans précédent de Réseau ferré de France pour rénover, régénérer le réseau, et les investissements sont considérables à faire. Nous continuerons de pâtir pendant de nombreuses années encore des dysfonctionnements au plan sur notre réseau national, qui mérite pourtant aussi beaucoup de soutien. Une étude est particulièrement éloquente. Parmi les 419 perturbations prévisibles constatées sur le Transilien en 2012, plus de 95% étaient dues à des travaux. Et seulement 3,3%, ce qui est vraiment infime, à des mouvements sociaux. Cela ne signifie pas que les grèves n'ont aucun impact sur les usagers, ni qu'il ne faille rien faire pour diminuer la conflictualité dans le secteur. La relation quotidienne qu'ont de nombreux Français avec les transports en commun, et je crois que c'est aussi au quotidien qu'il faut vraiment les soutenir. On parle de développement durable, moi je veux aussi vraiment dans ce sens, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire, beaucoup de travail à faire. La relation quotidienne qu'ont les Français avec les transports en commun, l'insatisfaction qu'ils ressentent parfois face aux services offerts. Et je crois souvent il faut écouter et entendre aussi les préoccupations des usagers, de nos usagers. Je prends pour la SNCF avec les CLAD, je crois que c'est aussi des lieux d'échange d'informations. Cela explique le caractère souvent exacerbé de leur réaction en cas de grève. Sur un plan formel, la loi a été correctement appliquée. Il est vrai qu'elle ne requérait qu'un seul décret d'application pris dans le délai imparti pour définir le contenu de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève.
pour définir le contenu de la négociation préalable, en l'absence d'accord d'entreprise ou de branche. Les 2 rapports au Parlement ont également été remis, même si le second l'a été avec un retard de 2 ans. Les nouveaux outils de dialogue social ont bien été mis en œuvre dans le secteur du transport urbain. Un accord de branche a été signé entre l'Union des transports publics, l'UTP, et les organisations syndicales représentatives le 3 décembre 2007. Ces dispositions concordent très largement avec celles du décret précité. Surtout, l'accord a instauré un observatoire paritaire de la négociation collective et du dialogue social, dont les études et statistiques se sont révélées précieuses pour notre travail. Malheureusement, seulement 20% des entreprises interrogées par l'UTP déclarent avoir signé un accord de prévisibilité, la plupart ayant préféré recourir à un plan unilatéral. La RATP et la SNCF ont, quant à elles, adapté à leur loi leur mécanisme de prévention des conflits, qui était auparavant facultatif, mais aucun accord de branche n'a été signé dans le transport interurbain. En ce qui concerne les entreprises de transport, le processus d'élaboration des plans de transport adapté et des plans d'information des usagers semble désormais arriver à son terme, bien qu'il ait été plus long que ce que la loi avait envisagé. S'agissant des autorités organisatrices de transport, la très grande majorité d'entre elles ont accepté la mission nouvelle que leur a confiée la loi: définir les dessertes prioritaires à assurer en cas de perturbation, approuver le PTA et le PIU définis par l'opérateur de transport. Toutefois, certaines collectivités s'y sont refusées pour des raisons politiques ou parce qu'elles avaient jugé avoir déjà pris les mesures appropriées. De fait, selon une enquête de l'UTP, au moins 15 autorités organisatrices de transport urbain n'avaient toujours pas défini les dessertes prioritaires en 2012, tandis que 23% des réseaux interrogés n'avaient pas adopté de PTA. C'est également le cas d'un certain nombre de régions qui ont la charge des TER. Comme l'a prévu la loi, le préfet s'est alors substitué à l'autorité organisatrice de transport après mise en demeure. Mais la situation n'est malgré tout pas satisfaisante, car le représentant de l'État n'a ici qu'un rôle supplétif. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue Isabelle Pasquet pour la représentation de nos recommandations. Je vous remercie. Merci, Monsieur Laménie. La parole est à Madame Isabelle Pasquet, co-rapporteure de la Commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'adoption de cette loi a suscité une opposition forte chez ceux pour qui elle s'apparente à de nouvelles contraintes. Néanmoins, les salariés et les organisations syndicales représentatives se sont conformés, dans leur très grande majorité, aux conditions nouvelles d'exercice du droit de grève issu de la loi. Celle-ci n'a donné lieu qu'à un contentieux limité qui a permis de préciser ses modalités d'application. Il n'en reste pas moins que les acteurs concernés nous ont fait part de nombreux griefs à l'égard de ce texte. De manière générale, la faiblesse du dialogue social et les tactiques utilisées par les entreprises pour se conformer à l'esprit, mais non à la lettre de la loi, sont déplorées par les syndicats. Ainsi, les négociations préalables dans le cadre de l'alarme sociale seraient souvent purement formelles, le rapport de force étant toujours préféré au dialogue. La majorité des concertations préalables aboutissent en effet à un constat de désaccord. De plus, certaines entreprises de transport urbain n'auraient pas mis en place de procédure formalisée de recueil des déclarations préalables d'intention de faire grève, ce qui compromettrait le secret professionnel par lequel elles sont couvertes. Enfin, cette loi aurait indubitablement transformé l'exercice d'un droit constitutionnel fondamental, le droit de grève, en une affaire de spécialistes, marquant un pas supplémentaire dans la judiciarisation des relations du travail. De leur côté, les employeurs soulignent que la loi ne fait pas de distinction entre les grèves en fonction de leur mot d'ordre, qui, lorsqu'il est national, ne peut être satisfait par l'entreprise. De plus, certains estiment que l'alarme sociale est dévoyée car banalisée au détriment des institutions représentatives du personnel. Enfin, ils regrettent que la Cour de cassation ait reconnu la légalité des préavis de grève à durée déterminée de longue durée
et des grèves récurrentes de très courte durée, moins d'1 heure, dont ils estiment qu'elles ont des effets disproportionnés en termes de désorganisation de l'entreprise. Au fil de nos auditions, nous avons pu constater que l'impact de la loi sur la conflictualité était difficile à apprécier, du fait notamment du caractère irrégulier et difficilement prévisible de la récurrence des mouvements sociaux. L'évolution du nombre de préavis de grève ou de jours de grève par agent à la RATP ou à la SNCF depuis 2007 ne semble pas liée à l'adoption de la loi. Il n'est pas possible d'établir une corrélation entre la loi et l'évolution de la conflictualité, cette dernière dépendant surtout des mots d'ordre nationaux. Dans ce contexte, notre rapport formule une série de recommandations visant essentiellement à améliorer l'application de la loi. Il est tout d'abord indispensable de remettre le dialogue social au cœur de l'application de la loi. But affiché de ce texte, son amélioration n'a pas été généralisée. Il faut donc tirer pleinement parti des possibilités offertes en associant mieux les institutions représentatives du personnel à la définition du plan de transport adapté et du plan d'information des usagers. Surtout, la période de négociation préalable doit être mise à profit par toutes les parties pour chercher à éviter le conflit. Si elle reste purement formelle, sa valeur ajoutée par rapport au préavis est inexistante. La revalorisation du dialogue social en dehors des périodes de conflit est le seul moyen de parvenir à terme à une diminution significative du nombre et de l'intensité des conflits sociaux dans les transports. Ils doivent devenir une démarche permanente plutôt qu'un ultime recours lorsque le conflit devient inévitable. Les organisations syndicales ne doivent pas avoir à menacer du dépôt d'un préavis de grève pour être reçues par la direction. Les litiges individuels doivent pouvoir être résolus par d'autres biais que l'alarme sociale. Il faut surtout revenir à l'équilibre voté en 2007. Cela passe par la suppression des modifications apportées en 2012 par la loi Diard. En application de celle-ci, les salariés qui avaient l'intention de faire grève doivent informer 24 heures à l'avance leur employeur s'ils y renoncent, ou pour ceux qui étaient en grève s'ils souhaitent reprendre le travail. La stabilité des règles conciliant la défense des intérêts professionnels des salariés et la sauvegarde de l'intérêt général doit être recherchée. La loi Diard est venue la perturber avec un effet contraire à celui initialement recherché, puisqu'un salarié peut être artificiellement forcé à faire grève 24 heures de plus qu'il ne l'aurait souhaité. Le deuxième volet de nos recommandations porte sur la responsabilisation des autorités organisatrices de transport. Celles-ci doivent s'investir davantage dans la définition des dessertes prioritaires en cas de perturbation. Elles peuvent agir par ce biais pour corriger des inégalités territoriales ou garantir que des services prioritaires soient correctement desservis. Il est également important qu'elles approuvent le PTA et le PIU préparés par l'entreprise de transport, le cas échéant, en demandant des modifications. Surtout, elles doivent intégrer des critères sociaux et environnementaux de qualité de service dans les conventions d'exploitation qu'elles concluent avec les entreprises de transport. Prévue par l'article 12 de la loi, cette mesure est jusqu'à présent restée lettre morte. Seul le STIF s'en est saisi pour les contrats signés avec la RATP et la SNCF en 2012. L'État, AOT des trains d'équilibre du territoire, est en retard sur ce point, tout comme de nombreuses régions. Par cette disposition, l'AOT pourrait garantir des acquis sociaux, en particulier lorsque le recours à la sous-traitance est très répandu. Les possibilités sont également nombreuses sur le plan environnemental. La systématisation des bilans d'exécution des PTA et des PIU ainsi que leur contrôle par l'AOT doit être l'occasion pour cette dernière d'évaluer les choix de l'entreprise de transport. L'intérêt ici n'est pas uniquement de faire un bilan comptable de la mise en œuvre d'un PTA. L'AOT doit être à même d'identifier l'origine de toutes les perturbations et, en cas de grève, de comprendre pourquoi la procédure de prévention des conflits a échoué. Il nous est également apparu important de développer des outils statistiques harmonisés de suivi des perturbations du trafic et de l'application de la loi. À titre d'exemple, la SNCF ne dispose pas de statistiques consolidées sur les principales causes de perturbations prévisibles du trafic recensées sur son réseau.
Une typologie précise et uniforme doit donc être réalisée à l'échelle nationale. Le secteur du transport interurbain doit faire un effort particulier. Il a échoué à conclure un accord de branche sur la prévention des conflits et ne dispose d'aucun outil statistique fiable. Le dialogue social dans la branche doit donc reprendre et la fédération professionnelle concernée, la FNTV, doit assurer le suivi de l'application de la loi. Enfin, il est temps que le gouvernement s'assure que cette loi soit uniformément appliquée sur tout le territoire. Le ministère des Transports devrait donc réaliser un recensement des PTA et PU pour obtenir un bilan exhaustif de ceux-ci. Sur cette base, un travail de sensibilisation des AOT et de partage de leurs initiatives pourrait être entrepris. La conciliation de deux principes constitutionnels apparemment contradictoires, comme la continuité du service public et le droit de grève, aboutit inévitablement à un résultat qui ne satisfait pas pleinement tous les acteurs concernés, qu'ils soient plus favorables à l'un ou à l'autre de ces droits. Néanmoins, ils se sont appropriés la loi du 21 août 2007, réponse sans doute imparfaite au problème plus vaste de la qualité du service dans les transports. Elle n'en a pas moins contribué à enclencher la mécanique du dialogue social dans ce secteur d'activité. Il faut désormais poursuivre dans ce sens afin que les revendications légitimes des salariés ne soient pas opposées aux droits constitutionnels des usagers. L'édifice a été bâti. Il appartient maintenant à tous les acteurs de faire vivre le dialogue social au bénéfice du service public. Je vous remercie. Merci, Madame. Dans la suite du débat, la parole est aux orateurs des groupes et à Monsieur Jean Desessard pour le groupe Écologie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, alors celles et ceux qui étaient là au moment du débat, c'était animé. Il y avait de l'ambiance. Les points de vue étaient partagés. Bon, aujourd'hui, c'est plus calme, quasiment consensuel. Bon. Alors, je pense que la loi s'inspire peut-être davantage de ce qu'avait dit Xavier Bertrand que des intentions belliqueuses du président de la République, qui a été évoqué tout à l'heure. L'objectif du gouvernement, si on le reprend, enfin l'objectif avoué, était triple, selon les mots de Xavier Bertrand, alors ministre du Travail. Éviter au maximum le recours à la grève, premier objectif, éviter la paralysie en cas de grève et éviter l'absence d'information pour les usagers. Ah oui, éviter au maximum le recours à la grève, on peut être d'accord, parce que ça n'interdit pas, in extremis, le droit de grève. C'est là qu'il y avait toute la discussion. Est-ce qu'on l'interdisait ou non? Ce n'était pas le cas. La grève est une manifestation d'un conflit social et si l'on peut la prévenir, c'est qu'une solution a pu être trouvée. Alors là, j'ai cru comprendre, mais peut-être que j'ai mal compris, que les rapporteurs nous disent que cet aspect de la loi est mitigé. Le bilan sur ce point-là, c'est mitigé. En effet, la loi prévoit simplement la mise en place obligatoire d'une négociation entre organisations syndicales et entreprises de transport avant le dépôt de tout préavis de grève. Et si on en arrive à ce stade-là, c'est que le mécontentement était déjà bien ancré et commence à se manifester. En fait, il est déjà trop tard. Donc, il faut plutôt favoriser d'autres modèles de gestion du service public, des transports, d'autres manières d'envisager les rapports entre les salariés et la direction. Le dialogue social se doit d'être présent à tous les échelons. Donc on voit très bien que sur ce point, le dialogue social dans les transports publics, mis à part dans un certain nombre d'entreprises où il y a des modalités de concertation, il reste beaucoup à faire. Le deuxième objectif, éviter la paralysie en cas de grève. Bon, alors si on s'en tient à l'objectif, il est louable, mais enfin, faut tout de suite dire, et ça a été dit par mes collègues,
que les conflits sociaux ne sont qu'une cause marginale des retards sur la ligne de transport. Et on avait longuement débattu, c'est-à-dire pourquoi une loi pour 3% des situations. À la RATP, pour l'année 2012, dans les causes de perturbation du trafic du métro, on retrouve avant tout les causes techniques, 43%, les incidents voyageurs, 31%. Et puis, ça a été dit, par manque de moyens, suite à l'accident de Brétigny-sur-Orge, le rapport de l'expert judiciaire nommé lors de l'enquête sur les causes de l'accident se montre extrêmement critique quant à la maintenance des voies par la SNCF, par manque de moyens. Donc voilà, c'est principalement cela. Les mouvements sociaux ne sont responsables que de 3% des perturbations. C'est ce qu'on avait dit à l'époque. On avait une loi pour 3% des perturbations. Dans l'ensemble des transports urbains, le nombre de jours de grève est relativement faible. Seulement 0,49 jours de grève par an et par salarié en 2011. Les 3% de perturbations liées à la grève sont pointés du doigt comme étant les sources principales de nuisances. Or, s'il nous faut vraiment lutter contre la paralysie dans les transports, intéressons-nous, Monsieur le ministre, aux 90%, aux autres causes qui représentent 97% des perturbations. Donc c'est améliorer la qualité des réseaux, car c'est cela qui nuit réellement aux usagers, les réseaux vétustes, bondés dans les zones à fréquentation élevée. Alors sur le dernier objectif, et cela a été dit par les rapporteurs, éviter l'absence d'information pour les usagers, c'est-à-dire donner l'information aux usagers, eh bien je crois qu'il y a eu des avancées importantes. Il est primordial que les usagers ne soient pas bloqués chez eux. En région parisienne, grève d'un seul coup. On est arrivé à Paris par le RER, 40 km, et on est bloqué, on ne sait pas comment rentrer. Donc il est évident qu'il doit y avoir l'information, et cela, c'est nécessaire, et je pense qu'il y a des avancées. Les voyageurs doivent pouvoir s'adapter à l'avance si des perturbations sont prévues. Les réseaux de transport ont d'ailleurs bien intégré cet impératif, notamment grâce à Internet et aux applications sur tablette et téléphone mobile, en communiquant de plus en plus rapidement, aussi bien sur les grèves que sur les problèmes techniques et les accidents. Alors le dernier point qui avait fait débat, c'était la signature individuelle. Et moi je rappellerai que la grève est non seulement un droit constitutionnel, mais aussi une action collective. Il est prévu dans la loi une procédure de déclaration préalable qui oblige les salariés à faire part de leur intention de participer à la grève. C'est là que se situe le vrai danger de la loi, dans l'individualisation de la revendication sociale. La grève est et doit rester une action menée par un groupe de travailleurs et non par une somme d'individus, car en émiettant les responsabilités, en tentant de séparer les travailleurs, l'objectif n'est plus d'éviter le recours à la grève par le dialogue social, mais de l'empêcher par la contrainte. La grève doit rester une action collective. Et puisqu'il me reste une minute, Monsieur le Président, je vais faire part de mon expérience quand j'étais animateur social et que je travaillais avec les chômeurs. Et on me disait, mais Jean, avec l'augmentation des demandeurs d'emploi, il va y avoir l'explosion sociale. Mais j'en disais non, la France est trop vieille pour ça. Elle va voir trop souvent le médecin. On fait peu d'explosion sociale, mais il y aura l'implosion sociale. Et l'implosion sociale, ce n'est plus la violence dirigée contre le patronat ou l'État ou les ministres. L'implosion sociale, c'est la violence dirigée vers soi, vers ses proches. Ce sont les suicides, les médicaments, les violences conjugales, les violences de voisinage, les éruptions, on va dire, assez difficiles dans certains quartiers. C'est ça l'implosion sociale. Et j'allais plus loin, c'était maintenant il y a une quinzaine d'années, et j'avais dit, si on ne répond pas, et si on ne donne pas une réponse politique à cette désespérance sociale et à cette implosion sociale, elle aura sa traduction. Par exemple, on pouvait penser qu'à une époque, l'explosion sociale, sa traduction politique, c'était les partis de gauche. Eh bien, la traduction politique de la désespérance sociale et de l'implosion sociale, c'est au contraire un parti qui s'appelle le Front National. Et déjà, j'avais signalé que si on n'y répondait pas, et que s'il n'y avait pas effectivement, si on continuait à émietter et à favoriser la souffrance sociale, on arrivait au Front National. Et
Et c'est vraiment le danger de cette loi. Quand on voit que même les syndicats sont touchés politiquement par justement l'émergence du Front National, c'est vraiment grave. Et justement, c'était le danger de cette loi, c'est-à-dire ne pas favoriser le combat social collectif, mais vouloir tout individualiser, individualiser les rapports sociaux, ce qui fait qu'il n'y a plus d'expression collective et que dans l'expression individuelle, eh bien, les gens, dans leur désespérance, cherchent le refuge qu'ils pensent être un refuge, mais qui, au contraire, ne fera qu'aggraver la situation. Donc je vous remercie, et c'était pour dire que la grève doit rester un moyen d'action collective, en dernier recours, certes, mais un moyen d'action possible et qui peut être utilisé par les salariés. Je vous remercie. Merci, Monsieur Desessard. La parole est à Monsieur Vincent Capo-Canellas pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, l'ordre du jour de la Haute Assemblée nous livre ce soir un clin d'œil que l'on pourrait, si j'étais insolent, qualifier de pied de nez. Notre Assemblée a souhaité programmer un débat sur l'application de la loi du 21 août 2007 relative au dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. Et ce débat tombe à point nommé, puisque dès que ce débat sera terminé, débutera une grève reconductible à la SNCF à l'appel de 2 syndicats de cheminots opposés à la réforme ferroviaire que nous examinerons très prochainement dans cet hémicycle. Hasard du calendrier, Monsieur le Ministre, vous aurez l'occasion, sans doute, de rassurer les cheminots sur la réforme ferroviaire. Celle-ci, nous l'espérons, permettra aussi de moderniser et d'améliorer le service rendu aux voyageurs. Car c'est bien le sujet, peut-on en France pratiquer un dialogue social autrement que par la seule confrontation? Pouvons-nous aller plus loin dans des logiques de négociation en posant ensemble, avec des organisations syndicales, les vrais enjeux, sans oublier au passage les voyageurs? Notre démocratie sociale doit savoir mieux poser ces vrais sujets, ceux qui font l'avenir du service public, en n'oubliant pas que le monde est ouvert et que c'est d'abord en modernisant le service public que l'on assurera son avenir. L'équilibre de la loi de 2007 est donc à saluer, comme le font nos rapporteurs. Je dirais ici quelques mots à la fois de ce qui est, selon moi, dans ce rapport et de ce qui, à juste titre, n'y est pas, même si d'aucuns voudraient en faire une lecture oblique. Je pense ici, curieusement, aux syndicats aériens qui font mine d'oublier que ce rapport concerne les transports terrestres. Ce qui est dans le rapport d'abord reçoit notre accord. Un premier principe, le dialogue social est important et il faut toujours le développer et l'encourager. C'est tout l'intérêt de la loi de 2007 qui est souvent à tort considérée comme instituant un service minimum dans les transports en commun, alors qu'elle institue surtout un dispositif de négociation préalable en cas de désaccord et de conflit au sein de l'entreprise. Le paradoxe, c'est que, comme le montrent nos 2 rapporteurs, la loi de 2007 fonctionne et a répondu aux objectifs qui lui avaient été fixés par le législateur. Convenons que ce soir, la démonstration n'est pas la plus aisée. L'avenir dira si Monsieur le Ministre réussit à renouer les fils du dialogue. Certes, il n'est pas possible d'affirmer que la loi de 2007 a fait baisser le nombre de conflits sociaux et de préavis de grève, car faute de statistiques des opérateurs concernant les principales causes de perturbations prévisibles du trafic, personne ne dispose d'un facteur de corrélation entre les 2 phénomènes. Comme le montrent nos collègues, les jours de grève dans les transports terrestres sont liés aux mouvements et mots d'ordre nationaux, là où le dialogue social au niveau de l'entreprise, institué par la loi de 2007, est quasi inopérant. J'ose croire que la SNCF est un contre-exemple, car elle pratique le dialogue social. Ici, je dois dire ma relative incompréhension avec le mouvement social en cours. Il me semble au contraire qu'on pourrait faire le procès aimable au projet de loi ferroviaire, qu'à bien des égards, il est soucieux des équilibres sociaux et peut-être un tout petit peu moins du besoin d'adaptation au monde d'aujourd'hui. Mais je poursuivrai avec une autre provocation en rappelant que les conflits sociaux, et là je rejoins les rapporteurs, et les grèves sont une part minime des perturbations du trafic des transports de voyageurs, comme le démontre précisément le rapport. En effet,
et je parle d'expérience, empruntant, vous le savez, Monsieur le Ministre, le RER B pour me rendre au Sénat et pour rejoindre la capitale, pour rappeler que nos concitoyens voient surtout les incidents, accidents, retards, avaries qui touchent les transports, particulièrement en Île-de-France, et qui pourrissent littéralement leur vie quotidienne. Cela renvoie à un débat que nous avons souvent eu ici, Monsieur le Ministre, en séance, sur l'état du réseau francilien. Vous avez bien voulu m'annoncer une mission sur le RER B, les travaux, les difficultés constatées et les suites qui y avaient été apportées. J'aurai plaisir, à l'occasion, à vous lire bientôt, peut-être, sur ce sujet. Seuls des investissements massifs de rénovation et de modernisation du réseau permettront d'améliorer à terme les conditions de circulation de nos concitoyens et, je le crois profondément, de rassurer les salariés sur leur avenir. Là est l'enjeu majeur pour l'avenir des transports terrestres. Cela renvoie à nos discussions également sur le financement des infrastructures de transport et sur l'éco-redevance, pour ne pas dire l'éco-taxe, dont nous ne savons pas toujours à cette heure le sort que le gouvernement lui réservera, compte tenu des déclarations, il est vrai, contradictoires des ministres concernés. Et là-dessus, je vous crédite, Monsieur le Ministre, d'une forme de constance sur le sujet. La clarté des financements et des investissements, c'est aussi une clé du dialogue social. Afficher une ambition, c'est mobilisateur pour les salariés et pour les voyageurs. Comme le montre le rapport, le dispositif inspiré de la procédure d'alarme sociale existant préalablement à la RATP fonctionne bien et est une avancée notable pour les usagers. Grâce au dispositif de déclaration préalable des grévistes et de définition des dessertes prioritaires, nos concitoyens sont informés la veille au plus tard des trains qui circuleront le lendemain, de la proportion des trains, des horaires et des lignes qui seront en service. Nous le mesurons ce soir particulièrement. Avant 2007, les voyageurs ne disposaient pas de ces informations essentielles pour l'organisation de leur journée. Il faut ainsi saluer le travail de rapporteurs qui, au-delà de leurs orientations politiques qu'on pourrait qualifier d'opposées, ont réussi à établir un bilan objectif et juste de cette loi de 2007, souvent appelée à tort loi sur le service minimum, et aboutir à des positions et des recommandations communes pour une loi si décriée à l'époque par l'opposition parlementaire d'alors. Comme le dit le rapport, le législateur a réussi à trouver un équilibre entre les deux principes constitutionnels apparemment contradictoires, celui du droit de grève et celui du principe de continuité du service public. Devant l'impossibilité d'instituer un service minimum dans les transports terrestres de voyageurs qui aurait supposé de réquisitionner les personnels, le dispositif institué par la loi d'août 2007 réussit à s'inscrire dans le cadre constitutionnel contraint de l'exercice du droit de grève et à concilier ces deux principes par une procédure de déclaration préalable des salariés et d'information des voyageurs. Le succès de cette loi dans les transports terrestres se mesure aussi avec sa duplication en 2012 dans le transport aérien, avec la loi relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien, dite loi Diard. Je saisis l'occasion de cette discussion pour évoquer cette loi qui est en ce moment contestée par certains syndicats de personnel qui s'appuient à tort, me semble-t-il, et je rejoins en cela mon collègue Marc Laménie, sur une recommandation du rapport pour demander son abrogation. C'est ici que je veux dire un mot de ce qui n'est pas dans le rapport, à juste titre, même si d'aucuns voudraient, à tort me semble-t-il, l'y inclure. Il faut en effet préciser que nos deux rapporteurs n'évoquent pas en tant que telle la loi du 19 mars 2012, dite Diard, mais uniquement les dispositions qui ont été ajoutées par amendement à l'occasion de l'examen de cette loi pour compléter la loi de 2007 qui ne concerne que les transports terrestres et nullement le transport aérien. Il s'agit notamment d'une disposition qui avait été introduite par un amendement pour régler un mouvement de grève local à la SNCF et qui oblige le salarié qui s'est déclaré gréviste à déclarer 24 heures à l'avance soit sa décision de renoncer à la grève, soit celle de reprendre le travail. À aucun moment, nos deux rapporteurs ne proposent de supprimer la loi Diard, mais, je l'ai compris comme tel, de supprimer les modifications apportées par la loi Diard, sous-entendu à la loi du 21 août 2007. Il y a donc un certain paradoxe à s'emparer du rapport, comme certains le font, pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Le rapport ne parle nullement du dispositif de prévention des conflits et d'information des passagers dans le transport aérien, puisque ce n'est pas son objet. Il ne faut donc pas remettre en cause la loi Diard à l'occasion de ce débat. Comme la loi de 2007 relative au dialogue social et à la continuité des services publics dans les transports terrestres, la loi Diard dans le transport aérien a fait la démonstration de son utilité pour l'organisation des vols en cas de mouvement de grève et l'information des passagers, tout en respectant le droit de faire grève et les droits des personnels aériens,
puisqu'elle a été jugée constitutionnelle. Cette loi, comme la loi de 2007 pour les transports terrestres, incite au dialogue social et le renforce dans les transports, ce qui correspond aussi à une option que nous partageons, privilégier la prévention des conflits plutôt que le conflit et le recours à la grève, qui n'est que le constat de l'échec du dialogue et de la négociation et non son préalable. L'esprit de ces deux lois est bien de favoriser une culture du dialogue entre les partenaires sociaux afin d'éviter les conflits et le recours à la grève, malheureusement utilisés parfois par certains syndicats comme un préalable à la discussion. Elles sont aussi essentielles pour l'information des voyageurs et des usagers. Ce principe ne peut être remis en cause. Ils se sont habitués à être informés, soit pour des vols annulés, soit pour des trains circulant ou ne circulant pas, et du trafic sur les lignes en cas de mouvement social. Nos concitoyens ne comprendraient pas donc que l'on revienne sur cet acquis. Pour conclure, car il faut bien trouver une solution à la revendication exprimée connexe dans l'aérien, je ne peux que suggérer à la Commission pour le contrôle de l'application des lois d'établir un bilan de la loi du 19 mars 2012. Pour faire le pendant de ce rapport, je rejoins ici la recommandation de notre collègue Marc Laménie et je m'en réjouis. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est à Monsieur Robert Hue pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, 7 ans après l'adoption expéditive de la loi du 21 août 2007 relative à la continuité du service public dans les transports terrestres de voyageurs, un état des lieux serein sur la conflictualité au sein des entreprises de transport devenait indispensable à la suite des débats houleux qui se sont tenus, ô combien nécessaires, qui sont tenus au Sénat puis à l'Assemblée nationale. L'opposition était à l'époque justifiée avant tout par les propos qui déformaient la réalité sur les origines des perturbations dans les transports, fortement relayées par les médias. Sur ces mauvais fondements, on s'apprêtait à remettre en cause l'exercice du droit de grève, un droit fondamental difficilement acquis par les salariés et reconnu par l'alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946, à valeur constitutionnelle qui a progressivement permis à l'ensemble de nos concitoyens d'obtenir l'amélioration de leurs conditions de travail ainsi que de leurs droits sociaux. En 2007, le gouvernement prétendait encadrer le droit de grève dans les transports sous prétexte de garantir la liberté d'aller et venir, l'accès aux services publics essentiels, la liberté du travail ou encore la liberté du commerce et de l'industrie. Certes, dans les transports en commun, une perturbation de quelque nature que ce soit peut occasionner une gêne provisoire pour les usagers qui n'ont à leur disposition d'autres moyens pour se déplacer. On pouvait cependant s'interroger sur la pertinence du projet de loi alors que des progrès avaient déjà eu lieu au sein de la RATP depuis 1996, puis de la SNCF par un protocole d'accord signé en 2003. Le rapport de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois peut légitimement nous conduire à remettre en question l'utilité même de ce texte dont l'évaluation n'a pas dû être aisée. La loi a-t-elle abouti par la mise en place d'un mécanisme de prévention des conflits à réduire la conflictualité et à restaurer le dialogue social? Le rapport ne semble pas plaider en ce sens, c'est mon point de vue. Le nombre d'alarmes sociales a augmenté. Les dialogues entre la direction et les organisations syndicales de salariés n'ont été malheureusement que formels et les constats de désaccord après négociation se sont accrus. L'évaluation prend l'exemple de la RATP où 36% des alarmes sociales se sont soldées par un accord en 2012 contre 56% en 2007. Les seuls avantages que l'on peut retenir de cette loi, c'est l'instauration d'une négociation obligatoire dans toutes les entreprises de transport, là où elle n'était encore que facultative.
et le renforcement de l'information des usagers lors des perturbations prévisibles. Ce dernier point ne doit toutefois pas être négligé, bien sûr. La loi a-t-elle permis d'assurer une plus grande continuité des services publics, argument qui tenait lieu de justification à ceux qui préconisaient des restrictions du droit de grève? Non, puisque les usagers subissent toujours des retards et suppressions de trains, panne de signalisation, panne de caténaire, accidents voyageurs, présence de colis suspects et divers incidents combinés. Les perturbations, ça a été dit par un de mes collègues, c'est très important, les perturbations liées à la grève ne sont en effet que très marginales, puisque cette dernière n'est à l'origine que de 3,3% des perturbations en moyenne. La très grande majorité relève donc bien d'incidents techniques et d'incidents voyageurs. Nous sommes bien loin, mes chers collègues, des déclarations, souvenez-vous, au sein de cet hémicycle, de Xavier Bertrand, alors ministre du Travail, qui, les trémolos dans la voix, voulait absolument plus de voyageurs exaspérés sur les quais guettant un train qui ne viendra peut-être jamais. On se souvient. Et contrairement aux propos provocateurs de Nicolas Sarkozy en juillet 2008, la grève dans les transports, on s'en aperçoit encore. Et j'ajoute que c'est bien. Ce texte ne peut donc répondre aux situations les plus bloquantes, à savoir les grèves qui relèvent des revendications de politique nationale. Ainsi, l'origine des perturbations dans les transports terrestres, se situant à un tout autre niveau de loi, n'apportait qu'une réponse sommaire à des problèmes plus profonds. Si la loi de 2007 devait permettre d'encourager le dialogue social, rien n'a été fait pour régler le problème à la source, c'est-à-dire améliorer les conditions de travail des salariés des entreprises de transport et préserver le service public en accordant les moyens de financement nécessaires à la qualité des dessertes. Les salariés continuent de subir des agressions, des actes de malveillance et, plus dramatiquement encore, les conséquences de suicides sur les voies. Ainsi, ce sont les perturbations imprévisibles, vous entendez les guillemets, qui pèsent sur la vie des usagers. Ce sont les sous-investissements depuis les années 80 qui sont à l'origine de la très grande majorité des perturbations et donc de l'insatisfaction des usagers, alors que la fréquentation a explosé ces dernières années. Cela est particulièrement vrai en Île-de-France, dont la fréquentation du RER a augmenté de 30% en 10 ans, rendant la situation de plus en plus tendue et insoutenable pour nos concitoyens. D'où l'urgence de rendre pérenne le financement des infrastructures de transport, à commencer par les recettes de l'Agence de financement des infrastructures de transport, dont la ressource principale devait être constituée de l'écotaxe poids lourds. L'absence de visibilité sur ce dossier met en péril le renouvellement des trains d'équilibre du territoire. Monsieur le ministre, j'espère que la réforme ferroviaire que nous examinerons prochainement, plus que de s'atteler uniquement à l'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs, au risque de mettre en péril l'accès au service public ferroviaire, répondra, mais j'en doute pas, efficacement à la question de son financement. Merci. La parole est à Madame Hélène Masson-Maret pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Madame le rapporteur, Monsieur le rapporteur, l'essence même de la fonction du parlementaire est d'édicter des lois. Mais vérifier la bonne application de ces lois est un rôle qui me paraît également primordial à double titre. Tout d'abord, la préoccupation principale consiste à constater s'il existe ou non un décalage entre ce que le législateur a voulu et l'application concrète qui est faite sur le terrain. Mais il est également important d'adapter la loi aux évolutions de notre société et, quand cela est nécessaire, d'améliorer les lois existantes en légiférant à nouveau. Pour cette raison,
L'examen du rapport sur l'application de la loi du 21 août 2007 va trouver un écho tout à fait particulier à partir d'aujourd'hui, ce mardi, à 19 h, avec l'annonce d'une grève reconductible à la SNCF à l'appel de 2 syndicats de cheminots. Le problème des grèves en France est donc toujours d'actualité et nécessite d'étalonner le dispositif de 2007. Pourquoi on ne peut pas imaginer une autre société? Je suis étonné d'entendre ça de votre côté. Avec l'annonce d'une grève reconductible, je vous disais donc, avant d'imaginer quelle suite à donner à cette entreprise législative. Rappelons en quelques mots les circonstances qui nous réunissent ce soir dans cet hémicycle. Le Sénat a publié un rapport sur l'application de la loi du 21 août 2007 qui montre que si, formellement, la loi a été plutôt bien appliquée et que les voyageurs sont désormais mieux informés, son impact sur le nombre de mouvements sociaux demeure difficile à établir et des griefs à l'égard de cette loi toujours importants et méritent que l'on s'y attarde. Rappelons maintenant en quelques mots les périmètres de cette loi. Elle s'applique au transport ferroviaire, au transport urbain, au transport interurbain et concerne opérateurs publics, entreprises privées, internationales et PME. Rappelons également en quelques mots aussi les dispositions introduites par cette loi. Elles ont été dites, mais c'est toujours bon de les rapporter. Il y a 4 piliers, je voudrais qu'on les revoie rapidement. Donc, cette loi a mis des moyens. La mise en place d'un mécanisme de prévention des conflits qui rend obligatoire la négociation pendant 8 jours avant le dépôt d'un préavis de grève. La définition de dessertes prioritaires et l'élaboration d'un plan de transport adapté, connu sous le nom de PTA, et d'un plan d'information des usagers, PIU. L'obligation pour les salariés de déclarer à leur employeur 48 heures à l'avance leur intention de faire grève. Et enfin, l'amélioration des droits et de l'information des usagers. Examinons maintenant ce qui me paraît très important, les contributions du Sénat en 2007. À l'article 1er, un amendement d'Hugues Portelli est venu préciser le rôle essentiel des services publics de transport, Monsieur le ministre. Et je le cite, « Ils permettent la liberté d'aller et venir, la liberté d'accès aux services publics, notamment sanitaires, sociaux, d'enseignement, la liberté du travail, la liberté du commerce et de l'industrie qui sont autant de libertés constitutionnelles. » J'insiste, ce sont des libertés constitutionnelles. À l'article 2, un amendement impose aux entreprises la signature avant le 1er janvier 2008 d'un accord cadre organisant une procédure de prévention des conflits. Cet article 2 marque une avancée vers une nouvelle orientation de gestion des conflits dans les grandes organisations. En effet, il me semble que les sénateurs ont souhaité rendre obligatoire et non plus facultative des négociations au niveau de la branche. Le débat d'aujourd'hui est donc finalement une occasion, contrairement à ce qui a été dit ici, de réhabiliter la loi de 2007. Cette loi n'est pas une négociation du droit de grève. Nulle part dans le texte il est écrit que la grève doit connaître des limites, à part peut-être en ce qui concerne les préavis glissants ou à répétition. De fait, le texte a une réalité et elle cible 3 éléments. Et ces éléments ne peuvent être assimilés à une limitation de ce droit constitutionnel de grève. La prévention des conflits via les négociations préalables, l'amélioration de la prévisibilité du trafic et le renforcement de l'information des usagers. Pour autant, on peut se poser la question, ces objectifs ont-ils été remplis? La loi est-elle correctement appliquée? Et c'est là l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Globalement, on peut considérer que la réponse est positive, même si le terme de « globalement » ne peut masquer les manques d'application constatés.
Les nouveaux outils du dialogue social ont bien été mis en œuvre dans le secteur du transport urbain, avec la signature d'un accord de branche entre l'Union des transports publics, UTP, et les organisations syndicales représentatives le 3 décembre 2007. Quant au processus d'élaboration des plans de transport adaptés, PTA, et des plans d'information des usagers, PIU, il semble désormais quasiment arrivé à son terme. Pourtant, son application est encore l'objet de polémiques de la part des syndicats et des employeurs. Des deux côtés, des griefs existent encore aujourd'hui. Du côté des syndicats, les salariés mettent en exergue la faiblesse du dialogue social, celle des négociations préalables, de pure forme, qui aboutissent le plus souvent à un constat de désaccord. Je suis ravie de vous l'entendre dire. Du côté employeur, on reproche à la loi de ne pas traiter différemment les grèves émanant de problèmes propres à l'entreprise. Ce distinguo est très important. Des grèves répondant à un mot d'ordre national qui ne peut être satisfait par l'entreprise. C'est le cas de la grève à laquelle on va assister ce soir. Enfin, un des mérites principaux de ce rapport est de souligner que l'application de la loi connaît une réelle faiblesse au niveau des processus de dialogue en amont. Les recommandations du rapport soulignent qu'il est plus important de mieux appliquer la loi plutôt que d'ajouter de nouvelles contraintes à l'exercice du droit de grève. Il préconise un approfondissement du dialogue social, actuellement insuffisamment développé en dehors des situations de conflit. Nous en avons une très bonne illustration avec la grève qui doit commencer ce soir, je le répète. Il nous apparaît important donc de répéter que le dialogue social doit être une démarche permanente et non l'ultime recours lorsque le conflit devient inévitable. Enfin, Monsieur le ministre, je souhaite vous poser deux questions. Premièrement, je voudrais savoir, Monsieur le ministre, de quels moyens le gouvernement va se doter pour assurer l'application uniforme de la loi sur tout le territoire. Ma deuxième question est la suivante. Quand et comment le ministère des Transports compte-t-il recenser les plans de transport adaptés, PTA, et les plans d'information des usagers, PIU, pour obtenir, ce qui me paraît totalement indispensable, un bilan exhaustif? En conclusion, on peut considérer que ce rapport est en ligne droite avec l'esprit de la loi originelle, mais on peut également lire la volonté des sénateurs d'insister sur le fait qu'aujourd'hui, dans une société en mutation, imposée par la force ou la contrainte, l'interdiction d'arrêter de travailler, est moins fructueux que de renforcer le dialogue social, afin que les conflits soient traités en amont. Mais le plus important, je crois, est que ce rapport met un terme aux postures purement politiciennes des débats de 2007, où certains esprits mal avisés avaient tenté de résumer ce débat en une opposition entre défenseurs du droit de grève et pourfendeurs de ce même droit. Ce rapport est donc le symbole d'un débat qui arrive aujourd'hui à maturité, où chacun essaye d'apporter une contribution. En un mot, ce rapport peut être bien accueilli, car il valorise la gestion des conflits, concept tout à fait actuel, et il s'inscrit totalement dans tout management d'une entreprise du XXIe siècle. Les dirigeants devraient souvent s'en inspirer pour désamorcer les conflits sociaux, débouchant sur des grèves. Mais cet éclairage est-il suffisant? Il est difficile de trancher, car, comme l'a dit mon collègue Vincent Capo-Canella, c'est vrai, la SNCF réalise un dialogue social. En tout cas, cet éclairage est une avancée qui ne peut malgré tout occulter les autres problèmes. Merci. La parole est à Madame Mireille Schurch pour le groupe CRC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre,
Madame et Monsieur les co-rapporteurs, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, le président Nicolas Sarkozy a entamé son mandat présidentiel en 2007 en faisant adopter une loi hautement symbolique, abusivement intitulée « Continuité du service public dans les transports de voyageurs ». Il a clôturé ce même mandat en faisant adopter par le Parlement en mars 2012 une proposition de loi renforçant celle de 2007 et élargissant son périmètre d'application au transport aérien. Nous nous étions à l'époque, sur l'ensemble des bancs de la gauche, opposés à ces lois attentatoires au droit de grève. En effet, nous avions considéré, à juste titre, qu'elles symbolisaient parfaitement l'esprit de la précédente mandature, un mépris des corps intermédiaires et la volonté d'étouffer par la force la colère sociale face aux politiques ultralibérales menées alors. Les élections présidentielles et législatives de 2012 ont mis un terme à cette orientation politique et à cette méthode en plaçant à la tête de l'État une nouvelle majorité censée renouer un dialogue respectueux et constructif avec les organisations syndicales. Pour cette raison, nous avons déposé une proposition de loi dès le 9 avril 2013 afin d'abroger au sein de ces lois les dispositions que nous jugeons attentatoires au droit de grève. Pour cette raison également, nous avons suivi attentivement les travaux menés par la mission sur l'état d'application de la loi 2007, qui élabore un bilan nécessaire et porteur d'évolutions législatives. Premièrement, et c'est fondamental, nous partageons avec les rapporteurs l'idée que le niveau de qualité du service public n'est pas lié à l'exercice plus ou moins important du droit de grève. Ainsi, les grèves constituent, et cela a déjà été dit, la part infime des dysfonctionnements dans le secteur des transports, à hauteur de 3% selon le rapport. Ce qui détériore quotidiennement la qualité du service public de transport, c'est bien l'application du dogme de la concurrence, le manque de moyens humains et la faiblesse des investissements publics et au fond le renoncement même à toute idée de service public. Au lieu de traiter les maux du service public, ces lois démagogiques se sont contentées de détourner la colère des usagers en les opposant aux salariés sans répondre à leurs attentes légitimes en matière de service public. Une seule disposition aurait permis d'améliorer le service public. Il s'agit de l'article 12 de la loi de 2007, issu de l'adoption d'un amendement de notre groupe, qui impose l'incorporation de clauses sociales et environnementales dans les appels d'offres. Malheureusement, cette disposition n'a été appliquée qu'à la marge, alors même que les rapporteurs ont souligné son importance pour lutter contre le recours à la sous-traitance. À ce titre, je rappelle que dès l'examen de cette loi, nous avions également proposé que les groupes de transport public ne puissent sous-traiter l'exercice des missions de service public qu'ils se voient confier sans avoir procédé auparavant à une négociation de nature à faire appliquer les conditions sociales les plus favorables. Malheureusement, cet amendement n'avait pas pu être adopté. Nous estimons pourtant qu'une telle mesure reste une piste de travail intéressante pour améliorer la qualité de service et par conséquent diminuer la conflictualité au sein des entreprises de transport. Par ailleurs, alors que la réforme ferroviaire devrait être soumise au Parlement d'ici peu, nous estimons qu'elle devrait être l'occasion de poser cette question essentielle de la modernisation du service public et de son financement. Deuxième aspect de ce rapport, les conditions réelles d'exercice du droit de grève aujourd'hui dans les entreprises de transport. Je rappelle que nous avons toujours désigné comme objectif réel de ces lois celui de rendre plus difficile l'exercice du droit de grève reconnu constitutionnellement. Nous partageons là encore les préconisations du rapport qui propose la suppression des dispositions introduites par la loi Diard de déclaration individuelle de reprise du travail qui complexifie et rigidifie les rapports entre salariés et employeurs. Nous attendons positivement les déclarations du secrétaire d'État au transport, faisant un premier pas en ce sens. Nous souhaitons pour notre part aller plus loin en supprimant purement et simplement toute obligation de déclaration faite aux salariés grévistes. En effet, ces déclarations n'ont qu'un seul objet, celui d'individualiser le rapport des salariés
à un mouvement collectif et donc de les rendre plus vulnérables aux pressions patronales. Il en va de même pour la consultation laissée à l'appréciation de l'employeur au bout de 8 jours de mouvement social. D'ailleurs, cette mesure reste difficile d'application et même les organisations patronales ont fait part aux rapporteurs de la difficulté d'obtenir les déclarations, conduisant à ce que ce soit parfois aux syndicats eux-mêmes de faire ces décomptes. D'autre part, comme le souligne le rapport, ces procédés ont contribué à judiciariser les rapports sociaux au sein de l'entreprise, ce qui, à l'évidence, ne va pas dans le sens pourtant affiché d'amélioration du dialogue social. Troisièmement, sur la création de plans de transport adaptés sur les plans d'information des usagers. Force est de constater une application de la loi très inégale et l'absence d'indicateurs pour juger de l'intérêt de ces dispositions. Je regrette que l'obligation de consultation des institutions représentatives du personnel sur ces plans avant leur approbation par l'autorité organisatrice n'ait pas été respectée. Enfin, alors que les promoteurs de cette loi ont argué de l'instauration d'une information précise et fiable sur la continuité de service, cette obligation n'est assortie d'aucune sanction légale. Dans ces conditions, aucun progrès en la matière n'a donc pu être réalisé. Le gouvernement avait également prétendu que cette loi permettrait d'améliorer le dialogue social. Le rapport confirme pourtant l'impossibilité d'affirmer que l'instauration d'une sorte de préavis du préavis par le dispositif d'alarme sociale ait permis d'enrayer la conflictualité, puisque si les demandes de consultation immédiate ont significativement augmenté, les dirigeants des entreprises continuent d'attendre de constater l'état réel des rapports de force avant d'engager toute négociation. Or, si le Code du travail précise d'ores et déjà que pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier, cette obligation est souvent méconnue par les dirigeants d'entreprise. Allonger la durée du temps de négociation apparaît donc inutile si rien ne contraint ces mêmes chefs d'entreprise à se présenter à la table des négociations avec des propositions. À ce titre, le rapport note très utilement que la procédure de prévention des conflits se résume souvent à la tenue d'une unique réunion entre la direction et les organisations syndicales, ce qui ne nous paraît absolument pas suffisant. Le rapport a également démontré que ces dispositions sont totalement inopérantes lorsque la grève répond à un appel national ou européen interprofessionnel, ce qui représente pourtant la plus grande conflictualité. On l'a vu dans les grands projets concernant les retraites et la protection sociale. Je me permets alors de formuler une idée simple. La clé de la paix sociale réside au fond dans l'affirmation du choix de politique progressiste. Cesser de porter atteinte aux acquis sociaux et aux statuts, cesser d'inquiéter les salariés sur leur avenir sont en effet les plus sûrs moyens de réduire la conflictualité au sein des entreprises et notamment dans le secteur des transports. Au regard des éléments de ce rapport, nous restons au fond persuadés qu'afin de restaurer la confiance avec les partenaires sociaux, il convient d'abroger les dispositions de ces lois dont les finalités ont plus à voir avec la limitation d'un droit constitutionnel. Nous demandons donc officiellement au gouvernement d'inscrire à l'ordre du jour la proposition de loi que nous avons déposée en ce sens. Je finirai, mes chers collègues, en vous rappelant que le droit de grève est le droit ultime pour les salariés dans la défense de leurs droits et de leur outil de travail. Je voudrais aussi rappeler que les grèves menées par les ouvriers ont été historiquement la voie la plus sûre pour obtenir les plus belles avancées sociales pour l'ensemble de nos concitoyens. Alors, plus que jamais, le droit de grève est un droit non seulement constitutionnel, mais un droit fondamental pour notre démocratie qu'il nous appartient de protéger. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Dernier orateur, Monsieur Michel Teston, pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers et chers collègues, et notamment Madame et Monsieur les rapporteurs de la Commission, la loi du
21 août 2007 constitue l'une des premières lois emblématiques du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Elle témoigne d'une vision clivante, voire populiste de la société, vision selon laquelle, en faisant valoir leurs droits, certains citoyens prendraient en otage d'autres citoyens. Après les effets d'annonce souvent un peu démagogiques, le texte présenté en procédure accélérée a été largement édulcoré par rapport aux intentions affichées initialement par Nicolas Sarkozy. Ainsi, le texte adopté comporte une disposition phare qui vise à permettre la mise en œuvre d'un service garanti en cas de grève ou de perturbation prévisible et défini par les autorités organisatrices de transport en fonction des spécificités locales. Pour cela, 2 mesures ont été mises en place. Premièrement, l'obligation pour les salariés de déclarer 48 heures avant le début de la grève s'ils ont l'intention d'y participer. Et secondement, la possibilité, après 8 jours de grève, d'organiser à l'initiative de l'employeur ou d'une organisation syndicale un vote indicatif à bulletin secret sur la poursuite ou non du mouvement. Les autres dispositions du texte ont prévu l'encadrement de l'organisation de la négociation collective préalable à la grève et l'information des usagers. Lors du débat parlementaire sur ce texte, je me suis opposé à son adoption, comme d'ailleurs les autres membres du groupe socialiste, considérant que, sous couvert d'une volonté affichée d'améliorer le dialogue social, cette loi n'avait comme objectif que de limiter l'exercice du droit de grève. J'ai d'ailleurs souligné à l'époque que la mise en place d'un service minimum revenait à privilégier un droit essentiel par rapport à un autre, en l'occurrence la continuité du service public sur le droit de grève, comme d'ailleurs l'avait très bien démontré en son temps, c'était en 2004, le rapport Mandelkern. En outre, sur le plan organisationnel, la mise en place d'un service minimum nécessite, à mon avis, de procéder à des réquisitions de personnel. En effet, pour assurer ce service, il est probablement nécessaire de disposer du concours de 80% du personnel. Ceci étant, mon opposition à ce texte aurait été encore plus forte s'il avait autorisé le recours à cette procédure. Or, si cette loi n'a pas imposé la réquisition, cette idée est restée très présente chez certains parlementaires de la majorité présidentielle de l'époque. Et j'en veux pour preuve le dépôt, en février 2009, de la proposition de loi d'Éric Ciotti visant à mettre en place un droit de réquisition, proposition de loi qui n'a heureusement pas été adoptée. En somme, avec cette loi, il s'est agi de trouver le coupable idéal des nombreux retards que subissent au quotidien les usagers des transports. Ce sont ainsi les agents du service public qui ont été montrés du doigt. Pourtant, ce sont les choix d'investissement effectués par les gouvernements précédents, conduisant à trop privilégier le développement du réseau à grande vitesse au détriment de la rénovation du réseau existant, qui expliquent en grande partie les dysfonctionnements. C'est pourquoi, à la suite de la remise des conclusions de la commission Mobilité 21, présidée par Philippe Duron, le gouvernement Ayrault a décidé de privilégier les trains du quotidien, marquant ainsi un tournant en matière de priorité pour les investissements publics dans le domaine des transports. Alors ce choix me paraît responsable. Il ne s'agit pas de renoncer à compléter le réseau ferroviaire à grande vitesse, mais de le développer en fonction des capacités contributives. Mais c'est bien désormais l'amélioration des transports du quotidien qui est mise en premier. S'appuyant sur une logique qui pourrait être qualifiée de répressive et accusatrice, la loi du 21 août 2007 ne pouvait que produire de médiocres effets. C'est d'ailleurs ce que montre le bilan de cette loi réalisé par Isabelle Pasquet et Marc Lamine. En effet, même si cette loi repose sur un équilibre complexe qui a permis de développer progressivement des habitudes de négociation collective, elle n'a convaincu personne, ni syndicats, ni employeurs, et a même parfois pu générer des dysfonctionnements dans la continuité du service public. Par exemple, le mécanisme d'encadrement de la grève prévu par cette loi a contribué à crisper les positions, avec d'un côté des salariés dissuadés de faire grève et de l'autre côté des employeurs qui subiraient, selon eux,
des recours abusifs à la négociation collective préalable. Alors au final, quel résultat pour l'usager? Si cette loi a incontestablement amélioré l'information du public sur les circulations prévisibles en cas de perturbation du trafic, les éléments d'analyse manquent pour établir précisément une corrélation entre l'application de cette loi et l'évolution de la conflictualité dans les entreprises de transport. En effet, les motifs de grève ne sont pas toujours liés à des problèmes internes aux entreprises de transport. Ce sont parfois des mots d'ordre nationaux qui sont à l'origine des mobilisations. Par ailleurs, ce manque d'éléments d'analyse n'a pas permis de récolter des informations suffisantes pour mettre en avant la part des incidents techniques quotidiens et les mouvements de grève dans la gestion des transports publics, même si l'on sait que le mauvais état de certaines lignes conduit régulièrement à des retards. En effet, si l'on demandait aujourd'hui aux utilisateurs des transports publics si cette loi a eu un impact positif sur leurs déplacements journaliers, il n'est pas impossible que la réponse ne soit pas positive. C'est pourquoi la préconisation du rapport concernant le développement d'outils statistiques harmonisés du suivi de la loi me semble pertinente. Il en est de même de la recommandation de renforcer le dialogue social des entreprises de transport, y compris en dehors des périodes conflictuelles. Il s'agit bien du meilleur service à rendre aux usagers. En effet, si la loi doit fixer les conditions d'exercice du droit de grève, elle ne peut et ne doit pas tout fixer. Une large place doit être laissée à la concertation et à la négociation dans chaque entreprise. Comme le proposent aussi les rapporteurs, il est logique de sensibiliser les AOT à la définition de dessertes prioritaires ainsi qu'à l'approbation de périmètres de transport adaptés et de plans d'information aux usagers. Enfin, il convient de ne pas oublier qu'une politique d'investissement à haut niveau sur le réseau dit classique est probablement le meilleur moyen de réduire sensiblement les retards subis au quotidien et donc d'assurer une meilleure continuité du service public dans les transports terrestres. Dans cette optique, doter l'AFIT de moyens suffisants est donc également au cœur de ce débat. C'est à mon sens par la conjugaison de ces différentes préconisations que l'on atteindra le fragile mais nécessaire équilibre entre la garantie de la continuité du service public et la protection du principe de valeur constitutionnelle du droit de grève. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs. Je tiens tout d'abord, à mon tour, à adresser tous mes remerciements à vous, Madame la sénatrice Isabelle Pasquet, à vous, Monsieur le sénateur, Monsieur Marc Laménie, pour la qualité du rapport. Tout le monde y fait référence. Rapport sur l'application des dispositions de la loi du 21 août 2007 relative à la continuité du service public dans les transports terrestres de voyageurs. J'ai entendu, je prends note de l'ensemble des contributions apportées par les groupes parlementaires sur ce sujet qui est important et vous avez, par ce rapport, permis le débat indispensable sur l'attente des usagers, de nos concitoyens, de la qualité des services publics, de la continuité, principe même des services publics, mais dans le même temps également, qui permet d'assurer aussi des conditions d'exercice de grève. Et il est important pour nous, pour vous, de veiller à ce que cet exercice de la grève puisse d'abord être précédé d'un certain nombre de garanties sur la qualité du dialogue social. Et précisément, c'est de la qualité de ce dialogue social dont dépend la suite de ce que la relation entre employeurs, employés amène et de pouvoir
éviter toute situation de blocage, souvent dénoncée, et parfois permettant à certains, comme cela a été rappelé, et l'histoire n'est pas si ancienne, d'essayer de faire en sorte que l'antagonisme des situations amène à l'antagonisme des personnes et que les usagers n'aient à devoir regretter l'exercice de revendications qui souvent sont légitimes. Rarement je n'ai rencontré de personnes exerçant un droit de grève de façon volontaire sans même qu'il y ait de base sérieuse. Alors, qu'en est-il aujourd'hui après 7 années d'application? Quel est le bilan de la loi 2007? Les positions sont diverses, je les ai entendues. Un devoir de réhabilitation qui a été demandé, souhaité par Mme Masson-Maré de cette loi de 2007 jusqu'à l'abrogation de dispositions réclamées par Mme Scherf. On voit là toute la palette et la diversité de l'appréciation de cette loi qui, si elle ne fait plus débat dans les conditions dans lesquelles elle faisait débat, même s'il est nécessaire que l'on puisse appréhender les dispositions, les actualiser éventuellement, c'est vrai que les conditions dans lesquelles elle fut annoncée ne permettaient pas d'avoir un débat des plus sereins. Vous en conviendrez. M. Robert Hue a rappelé cette période avec beaucoup de la part des auteurs, de la part des défenseurs de ce texte, d'effet de manche qui a eu pour effet de priver durablement le cœur même du dispositif au profit de postures politiques. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il reste pour autant un dispositif qui est un dispositif de prévention et de résolution des situations conflictuelles. Et que le cœur de cette loi et de son application doit être la négociation préalable. Est-ce suffisant? Doit-on en améliorer le dispositif? Vous avez, les uns les autres, au fil de vos interventions, amené quelques illustrations qu'il sera utile de reprendre en son temps. Et puis, par ailleurs, l'information. Le droit de l'usager est en effet de pouvoir, parce que les vertus mêmes du service public, les vertus mêmes du transport de voyageurs doit nous permettre d'assurer cela à l'usager, d'avoir, en cas de perturbation prévisible, la mise en place de plans de transport adaptés, de plans d'information des usagers. On le voit, un équilibre qui est un équilibre précaire. Et s'agissant de la prévention, de la résolution des conflits, la RATP, et ce fut dès 1996, la SNCF dès 2003, avaient chacune conclu un protocole d'accord prévoyant un dispositif d'alerte sociale, similaire d'ailleurs à celui introduit par la loi. C'est dire que parfois, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à la loi et qu'il est au contraire de la responsabilité de chacun des acteurs de pouvoir amener des dispositifs qui appellent au dialogue et aux dispositions pré-contentieux. C'est donc cette référence qui nous amène, comme le souligne votre rapport, à ce que, avant l'entrée en vigueur de cette loi, la conclusion des accords relevait d'un simple engagement moral de signature de la part des signataires, qui n'avait pas de valeur obligatoire, qui n'avait qu'un caractère facultatif, et toutes les entreprises ne s'en sont pas dotées. Or, le dispositif de négociation préalable est, à mon sens, essentiel, je le rappelais. Je voyais le sénateur de Cessard approuver, opiner du chef. Eh bien oui, il est indispensable que nous puissions avoir ces dispositifs. Mais le dialogue doit être la clé de voûte des rapports sociaux entre dirigeants et salariés. Par la voix du sénateur Jacques-Bernard Magner, M. Assouline a indiqué qu'il était difficile de mesurer l'impact de la loi sur la conflictualité. Mais on peut malgré tout s'y engager. La loi impose désormais le dialogue dans toutes les entreprises. Et je pense que cela est une bonne chose. Et que tous les lieux qui permettront de donner exercice et de favoriser ce dialogue doivent être organisés et confortés. Il y a eu un certain nombre de chiffres. Madame Pasquet, Madame la rapporteure, indiquait qu'ils n'étaient pas suffisamment pertinents. Monsieur Hue considérait
pour leur part, qu'ils n'apportaient pas d'amélioration sensible. En revanche, d'autres chiffres peuvent, vous en avez cité, Monsieur le Sénateur, d'autres chiffres peuvent aussi prêter à interprétation. Je pense notamment à la situation de la RATP, où le nombre de préavis de grève entre 2004 et 2007 était situé entre 173 et 367, et après 2007, c'est situé entre 36 et 59. Donc il y a une réalité, et je partage votre constat qui est partagé ici de la part d'un certain nombre d'intervenants sur la nécessité d'y voir plus clair sur l'impact et sur les réalités des effets de cette loi. S'agissant ensuite de l'information des voyageurs, la loi impose qu'une information sur les circulations prévisibles soit mise en place en amont des perturbations annoncées du trafic. Cette information, tout le monde en convient, M. Tesson le rappelait à l'instant, tout le monde en convient, représente un net progrès. Et c'est même une forme de respect que l'on doit aux usagers du service public de transport en commun. Et même, comme l'ont signalé à la fois M. le rapporteur, M. Sassard, les conflits sociaux ne représentent, mais également d'autres intervenants, ne représentent qu'une minorité. Et c'est important de pouvoir le rappeler, et vous l'avez dit, une minorité des perturbations, car souvent ce sont ces conflits sociaux qui sont mis en avant pour dénoncer et parfois stigmatiser l'image, stigmatiser la réalité même des services publics. Non, les perturbations sont de la part d'autres faits générateurs, et vous m'invitiez à plaider sur la nécessité pour le transport de bénéficier des moyens nécessaires à la modernisation, rénovation, et notamment dans le ferroviaire. Je ne puis ici que vous exprimer la sensibilité qui est la mienne de pouvoir obtenir les modalités d'un financement pérenne permettant de relever les objectifs et les priorités du transport du quotidien. Et nous aurons dans quelques jours ici un débat riche, même si en d'autres lieux il est déjà engagé, concernant la nécessité pour l'État de redonner des priorités à la structuration, à une stratégie d'une politique de transport indispensable. Mais donc, l'information, disais-je, est indispensable. Elle doit être une garantie livrée aux usagers. Nous pouvons le constater aujourd'hui puisque la SNCF a pu publier dès hier soir un état précis de ce que sera le trafic dans le cadre de la grève qui est prévue pour la journée de demain. Et M. Capo-Canellas le soulignait, oui, c'est dans ce contexte que nous avons ce débat, mais c'est dire aussi que nous pouvons souligner, nous pouvons apprécier combien le dispositif peut apporter en prévisibilité. Le bilan au bout de ces 7 ans semble, de ce point de vue, positif. La loi a permis de trouver un équilibre, les rapporteurs en conviennent, tout en le qualifiant de complexe et fragile, un équilibre entre des valeurs qui sont des valeurs constitutionnelles, continuité du service public de transport, l'exercice du droit de grève. Toutefois, je partage les préoccupations et la préoccupation des rapporteurs selon laquelle il faut que nous puissions mieux tirer parti des possibilités offertes par la loi, notamment en matière d'association des partenaires sociaux et dans le cadre d'un dialogue social approfondi. C'est la première préoccupation de votre rapport et c'est vrai que c'est un enjeu qui doit nous amener à faire en sorte que la négociation préalable instaurée par la loi soit utilisée de façon adaptée et qu'il ne s'agisse pas de la dernière procédure et peut-être d'une formalité purement administrative. Je reprends vos propos, Madame la rapporteure. Il doit être au contraire, cela doit être une étape d'un véritable processus visant à éviter le conflit. Ce n'est pas une formalité, je le disais, elle doit au contraire construire un véritable accord entre les différents partenaires. D'une façon plus générale, et c'est le sens de la seconde préconisation, il me semble que nous devons mettre au cœur et inscrire au cœur de l'ensemble du management des entreprises la notion de dialogue social et de faire en sorte que nous puissions accompagner les évolutions du transport terrestre en mettant
l'ensemble des procédures adaptées pour favoriser ce dialogue social. Vous l'avez là encore souligné, Madame la rapporteure, les organisations syndicales ne peuvent pas être simplement reçues uniquement lors des dépôts d'un préavis, mais au contraire doivent être des partenaires d'un dialogue répété. S'agissant des deux principales entreprises relevant du champ de la loi de 2007, la SNCF et la RATP, il existe des observatoires sociaux paritaires qui se réunissent annuellement pour établir un bilan des relations sociales dans l'entreprise. C'est un bilan qui est rendu public et les membres de ces observatoires émettent des propositions d'amélioration du dialogue social, tirent des conséquences lors de conflits et le gouvernement ne peut qu'inviter les entreprises à développer ce type de démarche vertueuse. S'agissant de la loi du 19 mars 2012, cette fois dite loi Diard, je remercie M. Capo-Canellas d'avoir bien précisé le cadre du rapport, mais vous l'aviez là aussi indiqué, la portée du rapport, le lien qu'il peut y avoir entre les deux dispositions législatives, les deux lois, ne concernant, pour ce qui vous concerne, que les dispositions communes au transport terrestre. Pour autant, il est nécessaire d'en dire deux mots. Je ne reviendrai pas plus longtemps, ça a été fait admirablement bien, Madame Schorsch, sur les conditions dans lesquelles la loi a été mise en discussion de façon soudaine, sans concertation. M. Robert Rull a également indiqué et rappelé dans quel contexte nous étions en fin de mandature de la précédente majorité. Là aussi, quel est son bilan? Elle a été jugée constitutionnelle en mars 2012. Et il est vrai que sa mise en place a imposé bon nombre de contraintes administratives lourdes, tant pour les salariés que pour les employeurs. Ces derniers ont parfois dû déployer d'importants moyens pour la mise en place d'outils adaptés. Mais aujourd'hui, son application est stabilisée. C'est une application qui, en revanche, et je tiens à être précis, ne saurait justifier d'aucune façon une atteinte à l'exercice fondamental du droit de grève. Et c'est la raison pour laquelle, il y a encore quelques semaines, je me suis engagé dans le secteur aérien, par exemple, à rencontrer les compagnies aériennes afin de leur demander fermement des engagements clairs de bonne conduite et éviter d'éventuels détournements des dispositions législatives. C'est dans cet esprit que je souhaite faire évoluer l'application de la loi du 19 mars 2012. Et j'ai entendu qu'un rapport d'application pouvait être demandé à la Commission. Eh bien, évidemment, nous suivrons cette procédure parlementaire avec beaucoup d'intérêt. Vous préconisez ensuite, Madame, Messieurs les rapporteurs, de responsabiliser les autorités organisatrices de transport, les AOT, en les sensibilisant notamment à la définition des dessertes prioritaires, à l'approbation des périmètres de transport adaptés, au plan d'information aux usagers. Je partage ces préoccupations. Elles ont été exprimées par bon nombre d'entre vous et des différents intervenants. C'est vrai que des actions de sensibilisation des AOT quant à leur obligations en matière de définition des plans de transport, des plans d'information devront être engagées dès lors qu'un bilan plus approfondi de l'application de la loi aura pu être réalisé par les services de l'État. J'ai entendu vos questions solennelles, Madame la sénatrice, Madame Masson-Maré, me demandant d'apporter information aux parlementaires. Je le ferai dès lors que les services auront pu avoir les informations suffisamment solides pour en tirer conséquence. Je réponds ainsi aussi au sens de votre recommandation numéro 9, relative à un recensement de ces plans, Madame, Monsieur les rapporteurs, nécessaire pour obtenir un bilan exhaustif de l'application de la loi. Nous manquons de données à ce niveau, vous le soulignez, et je fais mienne ces préconisations. Des enquêtes annuelles sont aujourd'hui réalisées sur l'activité des transports publics, urbains, départementaux, régionaux. Elles sont engagées par le ministère des Transports en partenariat avec un certain nombre d'acteurs. C'est vrai du GARD, c'est vrai de l'ARF, c'est vrai de l'ADF, c'est vrai de l'UTP, de la FNTV, de l'ANATEP. Bref, je proposerai de compléter toutes les enquêtes qui peuvent être engagées par des questions sur le plan de transport adapté, sur le plan d'information des usagers.
Concernant votre 5e préconisation, consistant à intégrer des critères sociaux et environnementaux, préconisation relayée par Mme Schurch dans le cadre de qualité de service dans les conventions d'exploitation, telles que prévues à l'article 12 de la loi, il est vrai que le contenu des conventions d'exploitation relève de la responsabilité de chacune des AOT. Pour autant, il est important que nous puissions rappeler l'intégration nécessaire de critères sociaux, de ces critères environnementaux également, de qualité de service, qui aujourd'hui ne sont que trop variables et insuffisamment stabilisés. Les préconisations du rapport en la matière me semblent être un bon point d'appui, nous permettant de renforcer les bonnes pratiques dans ce domaine. S'agissant des conventions TER entre les régions et la SNCF, celles-ci ont été signées avant la loi de 2007. Elles peuvent intégrer des clauses relatives à la qualité de service ainsi qu'à la communication et l'information des voyageurs, mais elles ne possèdent pas de critères sociaux et environnementaux en tant que tels. Les conventions suivantes traitent ces critères de façon variable. Je donnerai des bons points. La convention du TER Limousin, signée en 2012, est certainement une des plus abouties, avec un titre spécifique sur le développement durable et solidaire, traitant des relations avec les usagers, de l'accessibilité, de la prévention des impacts sur l'environnement. Je peux citer également la dernière convention avec la région Franche-Comté, qui prévoit pour sa part des dispositions de nature à favoriser l'insertion sociale. On le voit, les initiatives sont en passe d'être prises et l'application de la loi plus précise. S'agissant des trains d'équilibre du territoire, Madame la rapporteure indiquait que l'État était en retard, ou c'était Madame Schurch, mais vous avez souvent la même voix. Et donc, je reprends ce propos. L'État est autorité organisatrice depuis le 1er janvier 2011. La convention d'exploitation d'une durée initiale de 3 ans a été prorogée en décembre de l'année dernière, et l'élaboration de la convention s'inscrit dans le respect des dispositions de la loi, en incitant par exemple la SNCF à améliorer le report modal, ce sera indispensable, en prévoyant un dispositif de bonus-malus sur la qualité de service. Et j'ai introduit l'interpellation des rapporteurs. J'ai souhaité négocier et que l'État négocie avec la SNCF le contenu de la prochaine convention d'exploitation qui prendra effet à partir de 2015 sur la base des préconisations qui sont les vôtres. Et dans le cadre de ces discussions, nous veillerons à promouvoir de plus grandes exigences envers l'exploitant. C'est vrai, par exemple, de l'implication plus forte demandée à la SNCF sur les enjeux liés à la continuité de service public, à l'information des voyageurs. C'est vrai également de l'attention portée à la définition et au respect des plans de transport adaptés pour d'autres situations de perturbation que les seules grèves auxquelles il est fait trop souvent référence. En matière environnementale, il pourra être tiré les premiers des bénéfices du renouvellement du matériel roulant. Vous savez combien le gouvernement s'est impliqué dans cette orientation pour pouvoir, tout simplement, en termes de report modal, de réduction de la consommation d'énergie sur les premières lignes qui en bénéficieront, pouvoir tirer pleine conséquence de l'impulsion qui a été donnée par le gouvernement. C'est vrai notamment du nouveau matériel bimode à partir de 2016 et de l'ensemble des conventions et de l'enveloppe arrêtée par le Premier ministre il y a plus d'un an, l'enveloppe de 510 millions de renouvellement des TET. Madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, vous demandez par ailleurs de systématiser les contrôles des bilans d'exécution des plans de transport adaptés, les plans d'information des usagers, car les retours d'expérience auprès des AOT sont aujourd'hui quasi inexistants. Je tiens à rappeler qu'il est prévu que, après chaque perturbation, l'entreprise de transport communique à l'AOT un bilan détaillé de l'exécution du plan de transport adapté, également du plan d'information des usagers. L'entreprise doit donc évaluer chaque année les incidences financières de l'exécution de ces plans, dresser la liste des investissements nécessaires à l'amélioration de leur mise en œuvre, et le contrôle de ces bilans d'exécution relève de chaque AOT. S'agissant de l'État, la prochaine convention d'exploitation des trains d'équilibre du territoire devrait également permettre de renforcer l'encadrement des retours.
aujourd'hui très informelle, de l'exploitant à l'autorité organisatrice. Quand je dis que l'État doit être de nouveau de retour, je l'indique dans la réforme ferroviaire, eh bien nous avons là aussi une exigence qui est une exigence de l'État, autorité organisatrice de transport, qui doit obtenir les informations de la bonne exécution des adaptations annoncées. Pour terminer, le rapport préconise le développement d'outils statistiques harmonisés de suivi de l'application de la loi. Nous en sommes d'accord, chacun l'a indiqué, M. Teston également, l'absence de fiabilité statistique concernant l'application de la loi. Il nous faut donc mettre en place des indicateurs publics consolidés de mesure et de suivi des causes de perturbation de trafic de la SNCF. Je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir apporter réponse, notamment lorsque nous sommes en situation de conflit, à une forme d'image d'Épinal sur la conflictualité et les perturbations sociales. Bon nombre de nos usagers attendent de nous de la régularité, mais encore faut-il qu'ils aient bien connaissance du fait qu'un certain nombre de retards sont générés par des plans de modernisation de lignes, par effectivement, ce sénateur Robert Rue indiquait ce qu'on appelle des accidents de personnes, et qui sont pourtant des réalités beaucoup plus dramatiques que le nom employé ou la périphrase. Donc il est important que nous puissions éclairer, livrer l'information, de sorte que nous ne soyons pas dans une forme d'opprobre populaire contre telle ou telle difficulté d'application du service public et peut-être de raccourcis médiatiques un peu souvent la réalité de reportage ou d'information en continu. Nous devons assurer la diffusion au grand public des données statistiques sur la régularité, et on se rendrait compte que la régularité est certainement beaucoup plus élevée, la ponctualité beaucoup plus élevée, que les tendances sont à l'amélioration, malgré une situation extrêmement dégradée. Un certain nombre de témoignages sont venus, là aussi, rapporter le fait que la priorité donnée ces dernières années aux lignes grande vitesse, M. Teston est intarissable sur la question, le fait que 4 lignes LGV aient été lancées en même temps, alors que le rythme de réalisation est plutôt d'une ligne LGV tous les 6 ans, la soutenabilité financière amène à ce qu'il y ait eu des priorités retenues qui n'étaient pas celles attendues de la part de nos concitoyens, et nous en sommes aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette réalité. Il nous faut là aussi donner tout rayonnement à l'autorité de la qualité des services dans les transports qui a été créée le 15 février 2012. Cette entité administrative qui s'intéresse à tous les modes de transport public de voyageurs, et pour le coup, y compris l'aérien, le ferroviaire, le routier, le maritime, s'appuie sur un haut comité de la qualité du service dans les transports qui rassemble depuis mai 2013, sous la présidence du député Olivier Faure, 37 représentants des acteurs de tous les modes de transport public de voyageurs, et qui permet, qu'il s'agisse de collectivités, d'opérateurs, d'associations de consommateurs ou d'usagers, de publier des taux d'annulation, de retard des principales liaisons aériennes, de toutes les liaisons TGV, des TET par mois, par liaison, et pour l'aérien par compagnie. Il y a encore certainement beaucoup d'améliorations à apporter, mais c'est une voie intéressante, et la publication de ces taux mensuels d'annulation, les retards de TT globalisés pour toutes les liaisons ferroviaires d'une même région, et les taux de ponctualité voyageurs des lignes des 8 lignes de chacune des 8 lignes de Transilien, des 5 lignes RER, sont des garanties supplémentaires que nous pouvons apporter. Il manque cependant à ces chiffres une analyse, l'analyse des causes, et cela a été souligné. Nous ne disposons pas aujourd'hui suffisamment d'informations. La SNCF dispose de données quantitatives par axe TGV et pour les lignes intercités, mais pas les AOT régionales pour les perturbations de leur TER. C'est-à-dire que nous n'avons que de façon parcellaire les informations relatives au ferroviaire. La DGAC dispose, elle, des données codifiées selon une nomenclature internationale qui est extrêmement détaillée. Il faut un recueil des données qui soit des données exhaustives, homogènes, pour obtenir un tableau de bord national
cohérents qui permettent d'identifier les mesures prioritaires. C'est d'ailleurs un guide qui pourrait, là aussi, être extrêmement pertinent sur les débats, et le Parlement sera appelé à retrouver une forme d'impulsion du débat dans les politiques de transport que nous souhaitons, et bien de pouvoir identifier les mesures prioritaires à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de service aux voyageurs. C'est pourquoi la QST a proposé le 15 mai 2014 d'étudier, en concertation avec les opérateurs, avec les autorités, avec 5 catégories, avec l'ensemble des acteurs, 5 catégories simples de causes de perturbation, valables pour tous les modes de transport, et nous permettant d'objectiver les causes. Vous avez raison, Madame, Monsieur les rapporteurs, d'affirmer qu'il y a trop d'idées reçues. Elles sont erronées, et qu'une approche qui puisse être la plus scientifique et objective nous permettrait certainement d'apporter information et réalité sur l'évolution de la qualité de transport. Je serai attentif à ces avancées, car c'est aussi une des crédibilités même, des conditions de crédibilité du service public des transports. Pour finir, je partage la position selon laquelle il conviendrait que les partenaires sociaux de la branche des entreprises de transport interurbain concluent un accord sur le modèle de celui en vigueur dans le transport urbain. C'est un exercice qui n'est pas toujours simple, car, vous le savez, la branche est composée d'une multiplicité de petites entreprises dans lesquelles les dispositions mises en œuvre par les grandes entreprises de transport urbain ne sont pas nécessairement transposables ni faciles à mettre en œuvre. Et il faudra que nous puissions regarder dans quelle mesure adapter ce dispositif. Voilà aussi un domaine dans lequel l'État devra jouer son rôle de facilitateur dans ce dialogue. Je tiens une fois encore à saluer votre rapport qui nous permet de poursuivre, de continuer ce débat nécessaire sur les conditions d'exercice de droit de grève revendiqués, mais également de continuité de service public, de la qualité même des services publics. C'est vrai que l'actualité vient en quelque sorte illustrer la préoccupation qui est la vôtre, qui est la nôtre, et de pouvoir aussi permettre de valoriser les bonnes pratiques, d'objectiver les données et les bonnes informations, ce qui ne pourra que donner une image, une crédibilité à l'ensemble de l'activité du transport public et nécessairement redorer la nécessaire image de ce service public qui est garant de l'égalité des territoires, mais aussi de l'égalité des chances sur ces territoires. Ce service public qui est une réalité nationale à la française, mais qui est au cœur de notre discussion lorsque nous rencontrons les instances européennes. J'ai eu l'occasion de le rappeler à mon homologue, M. Loupi, qui, dans quelques jours, présidera le Conseil des ministres européens. Nous devons aborder l'enjeu de l'organisation des transports avec cette réalité. Elle est territoriale, elle est humaine pour les salariés, elle est humaine pour les usagers. C'est cette réalité de ces grandes lois qui fondent la réalité du service public auquel nous sommes attachés. Merci à tous. Merci, Monsieur le Ministre. Nous en avons donc terminé avec le débat sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. Voilà, vous avez donc pu suivre ce débat sur les effets de la loi de 2007 sur le service minimum dans les transports. Tout de suite, la suite de nos programmes sur Public Sénat.